Ceci dit, là, on va se concentrer sur la circulation de la donnée, sur le partage de la donnée. Alors, pourquoi partage? Parce que, en fait, c'est pas si vieux que ça, le partage, la notion de partage. Je me rappelle que dans les travaux de la mission Botorel, la mission, elle portait sur l'ouverture des données, sur un bilan de la loi Le Maire. La loi Le Maire, c'est 2016. L'ouverture des données, c'était après. Et en fait, le constat, c'est qu'il ne faut plus parler d'ouverture, il faut parler de partage, que ça n'est plus une question de mettre à disposition des données publiques pour qu'elles soient réappropriées, mais c'est vraiment une question d'avoir des cercles vertueux entre public et privé, avec des relations gagnant-gagnant, où la donnée de l'État ne suffit pas, la donnée de chacun est importante, il faut avoir des lieux qui soient sécurisés pour partager les données en respect de toutes leurs sensibilités. Et puis il faut évidemment, comme l'a dit le commissaire ce matin, commissaire général développement durable, il faut activer la donnée, il faut faire en sorte qu'elle est active. Donc on a bien vu qu'il fallait l'exposer proprement, savoir exactement pour quelqu'un qui va la réutiliser où la trouver, comment elle est constituée, ses degrés de qualité, etc. Donc ça a été l'objet de toutes nos discussions jusqu'à présent. Et puis une fois qu'elle est découverte, cette donnée, qu'elle circule et qu'elle soit convenablement partagée. Donc là, on va parcourir trois expériences. Donc des expériences des gens qui ont fait les choses. On va commencer par Hubo, qui est une expérience, comment dire, de la donnée publique vers les réutilisateurs, qu'ils soient publics ou privés. Comment vous avez réussi à mettre en place tout un système d'API qui simplifie la donnée pour qu'elle soit plus populaire, pour qu'elle soit réutilisée à grande échelle. Ensuite, nous aborderons l'AC Data Hub. L'AC Data Hub, en fait, qui s'adresse à un écosystème beaucoup plus privé, avec une granularité territoriale qui est beaucoup plus fine que ce qu'on a l'habitude de traiter. Et enfin, on verra Kizio Digital sur de la donnée sur toutes les échelles territoriales, en fait, que ce soit les collectivités nationales ou internationales sur la donnée de mobilité. Voilà. Donc je ne vais pas prendre plus la parole, je vous laisse intervenir sur vos infrastructures. C'est bon, F? Alors merci à F Gadou qui, de là-haut, fait en sorte que pour vous tout soit fluide et tout passe bien. Bien. Bonjour à tous. Nous l'avons vu durant toute cette journée, la connaissance est importante. Elle est d'autant plus importante pour la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Le partage et la diffusion de données facilement réutilisables sont des enjeux pour la transition écologique. De plus en plus utilisés par les administrations publiques, les API apportent des réponses à ces enjeux en interconnectant des systèmes distribués et hétérogènes. Je m'appelle Anthony Andrade et avec Thierry Wilmus, nous allons vous présenter la plateforme d'API Hubo développée conjointement par l'OFB et le BRGM. Si j'arrive à passer à la slide suivante. Ah, c'est bon. Pour bien comprendre Hubo, il faut remonter en 2015. À l'époque, à l'issue d'un hackathon, il a été constaté que de nombreux participants ont rencontré des difficultés dans la réutilisation de données pourtant ouvertes du système d'information sur l'eau. Concrètement, il existe aujourd'hui plusieurs banques de données nationales qui, chacune dans leur thématique, exposent des données dont l'exploitation réclame des connaissances techniques et ou métiers non négligeables. L'enjeu était clair, faciliter l'accessibilité et la réutilisabilité des données pour un public externe au système d'information sur l'eau. Pour y répondre, l'OFB et le BRGM se sont associés pour apporter leur expertise des données et des systèmes d'information autour d'un projet qui a été porté par le ministère de l'Environnement dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir. Concrètement, la solution Hubo proposée par l'OFB et le BRGM est un service de diffusion répondant aux principes FAIR dont on a entendu parler. Et je vais vous les détailler. Le premier d'entre eux,
c'est la facilité à trouver les données. Pour y répondre, le service d'Ubo centralise au niveau d'un seul point d'entrée unique sur le web, ubo.ofrance, l'accès à ces API. Par ailleurs, ces mêmes services sont référencés sur le catalogue national des API, api.gouv.fr. En ce qui concerne le second des principes FAIR, l'accessibilité, Ubo propose des services accessibles sans nécessité d'authentification et gratuits, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des API REST, c'est-à-dire des services en ligne facilement intégrables dans des logiciels tiers, permettent d'atteindre l'interopérabilité technique. En clair, l'accès aux données s'effectue par des biais de requêtes HTTP paramétrables, comme celles qui sont indiquées là sur l'illustration, qui peuvent déclencher chacune des traitements complexes sur d'importants volumes de données Big Data. En ce qui concerne l'interopérabilité sémantique, on en a un petit peu parlé, les services de Ubo utilisent pleinement les dictionnaires du Sandre, le service qui construit le vocabulaire partagé par l'ensemble des acteurs du système d'information sur l'eau. Enfin, sur l'aspect réutilisabilité, les données qui sont diffusées sont sous licence ouverte. Elles le sont dans des formats simples à réutiliser et largement répandus sur le web, à savoir des structures de données à plat au format CSV, JSON et GeoJSON. Alors après 5 ans de mise en service, le catalogue de Ubo propose 11 API, chacune dans des thématiques particulières du domaine de l'eau, comme la qualité des eaux de surface, celle des eaux littorales, l'hydrométrie ou la piézométrie. Les données qui sont diffusées ont été recherchées dans 7 banques de données nationales pour lesquelles les gestionnaires ont été systématiquement impliqués pour la création, le développement des API. Cette semaine devrait sortir la 11e des API, celle sur la qualité de l'eau potable, qui résulte d'une coopération avec la Direction générale de la santé. Un dernier point sur cette slide, il y a, comme vous pouvez le voir au niveau de l'illustration, des versions bêta et des versions stables. Et il y a également des API qui diffusent des données en temps réel et d'autres en temps différé. Alors, Ubo, ce n'est pas que des API, heureusement, ce n'est pas que technique. On a une très grande communauté d'utilisateurs au profil très varié. On en a entendu parler, hein, ce sont des développeurs informatiques professionnels autour d'applications web ou mobiles, mais également des spécialistes de la donnée, comme des data scientists, des data journalistes. Et le challenge ici, c'est de les animer et de les accompagner dans la prise en main des API. Et pour ce faire, on propose différents supports, comme un formulaire de contact, une newsletter qui est adressée à plus de 500 abonnés, ou un dépôt GitHub sur lequel s'effectuent la plupart des échanges. Un programme bêta également permet de recueillir les réactions de ces mêmes primo-utilisateurs avant la sortie d'une version stable de chaque API. Aujourd'hui, Ubo, ce sont des services reconnus. En témoignent les messages qui sont affichés à l'écran de la part de certains utilisateurs, mais également donc, un rapport de la Cour des comptes qui date de février 2020 et qui salue la capacité du système d'information sur l'eau à s'adapter aux évolutions du numérique et à prendre le pli d'utiliser des API, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises ici. Je passe la parole à Thierry pour la suite de cette présentation. Merci Antonio. Alors, les différentes API dont a parlé Antonio, elles servent à quoi? Comment sont-elles réutilisées? Donc, un premier type de réutilisation connu, hein, ce sont des scripts d'analyse et de valorisation des données, donc, qui vont plutôt être réalisés et utilisés par des data scientists, qui vont les élaborer pour leurs besoins propres et qui vont les partager à la communauté pour des chercheurs qui auraient des besoins, qui travailleraient sur des problématiques similaires. Donc, ils les partagent sur des articles de blog en français ou en anglais, donc sur des sites comme LinkedIn ou sur GitHub. Et nous avons listé ces différents scripts sur une des pages GitHub de Ubo.
deuxième grand type de réutilisation, là, ce sont des applications plus élaborées, hein, des applications autonomes, donc élaborées par des développeurs informatiques cette fois, qui vont permettre de gérer, d'analyser, de diffuser des données, mais aussi de faire de la prévision. Ces développeurs, donc, ils travaillent pour des institutions publiques ou privées. Les institutions publiques, on va retrouver principalement des structures territoriales, hein, comme des conseils généraux. Ici, on a la Dordogne, ou des établissements de bassin, comme Établissement Public Loire, mais aussi des observatoires du Marais Poitevin, par exemple, de la Sèvre nantaise. Et puis à côté de ça, on a des opérateurs privés comme Aquascope, Imagéo, Calisio, Aquasys, qui vont proposer une application qui va être en partie gratuite et ouverte à tous, et qui vont commercialiser des services plus élaborés, hein, donc payants. Donc Hubo va permettre de générer de la richesse et de faire fonctionner le tissu économique. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on avait 11 API dans Hubo, hein, qui mettent à disposition 30 jeux de données. Ces jeux de données comprennent 460 millions d'observations et de mesures. Donc, depuis le début du fonctionnement de Hubo, donc depuis 2016, on a eu plus de 100 000 utilisateurs différents qui se sont connectés à Hubo. Et depuis le début de l'année, donc sur la période janvier-octobre 2021, donc c'est plus de 500 millions de requêtes auxquelles Hubo a répondu, ce qui correspond à 19 requêtes par seconde en moyenne. Voilà, et donc tout cela a généré 27 téraoctets de données, donc 27 000 gigaoctets de données ont été envoyés vers les différents utilisateurs de Hubo. Donc on voit bien que pour tenir tous ces chiffres, il faut mettre en place une infrastructure conséquente, à la fois matérielle, logicielle et humaine. Donc l'infrastructure matérielle donc, est composée de clusters big data. Hein. On a 23 serveurs au total, 23 serveurs de stockage et de traitement qui sont nécessaires au fonctionnement de Hubo. Ces serveurs permettent la redondance des données. Chaque donnée dans Hubo est répliquée de 3 à 4 fois, donc pour permettre à la fois une tolérance de panne et aussi un traitement simultané des requêtes. Deux utilisateurs différents peuvent interroger la même donnée et seront servis simultanément avec des délais de réponse généralement inférieurs à 1 seconde. Côté logiciel, on utilise des briques open source, donc principalement la solution Hortonworks, hein, avec des logiciels comme Hadoop, Solaire, je passe trop vite, pardon. Et on utilise les langages de développement Java et Python. Donc on a vu le présent de Hubo. Quelles sont maintenant les perspectives? Donc, principalement, c'est de continuer à diffuser les données du système d'information sur l'eau qui ne sont pas encore APIfiées, hein, comme par exemple les données de pêche pour les inventaires d'état piscicole des cours d'eau, hein, qui sont dans la base de données ASP de l'OFB, les données d'écoulement des cours d'eau dans la base de données ONDE, et puis des données qui, si on en croit les demandes au support, sont très attendues, qui sont les données historiques, des historiques d'hydrométrie qui sont dans la banque Hydro du Chapi et qui sont maintenant dans le système Hydro 3. Et j'en profite là pour préciser que effectivement, Hubo, c'est une collaboration OFB-BRGM, mais qu'il y a également une participation à la fois financière et humaine du Chapi au projet. Alors, à côté de la diffusion de nouvelles données, on envisage également d'autres évolutions, alors toujours dans le respect des principes fondateurs de Hubo, qui sont la mise à disposition simple et facile des données. Donc, on pense à développer la réutilisabilité des données, donc en permettant des croisements intersilos et en permettant la navigation au sein des données. Aussi développer l'interopérabilité technique des données en s'appuyant sur des standards internationaux qui ont fait leurs preuves, donc qui sont utilisés, comme par exemple le SensorThings. Et aussi ne plus se contenter de diffuser des données brutes, mais diffuser également des données élaborées comme des calculs de statistiques.
et aussi permettre des remontées et des commentaires des utilisateurs qui pourront par exemple taguer des données comme étant douteuses ou aberrantes, et ces commentaires seraient diffusés avec la donnée pour les prochains utilisateurs. Donc Antonio et moi, on vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas à nous contacter donc, sur nos adresses mail, sur l'adresse du support Hubo, et bien sûr visiter le site Hubo ainsi que nos pages GitHub. Merci beaucoup. Il y a un critère qui revient chez vous quand vous parlez de Hubo et qui est effectivement essentiel. C'est la pérennité des données, la qualification, le fait d'avoir des données pérennes et qualifiées, qui fait que derrière, les services peuvent se développer, que le privé peut développer des services et pouvoir faire se projeter économiquement sur ce service puisque la donnée est stabilisée. Donc c'est important que la donnée publique qui est exposée le soit de façon pérenne pour que derrière se crée tout un écosystème. Et je pense que c'est un peu ce que vous retrouvez dans le Hack Data Hub avec cette nécessité de vous adresser à un écosystème qui est bien particulier. Donc je vais vous laisser présenter tout ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. L'intérêt de passer dans les derniers, c'est que ça nous permet aussi d'apporter des réponses aux questions qui ont été posées, et notamment la question d'aller à la pêche aux infos, aux données, le problème des formats de données sur la standardisation, des données non datées, et surtout la question humaine, qui est comment identifier des référents data. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de cas d'usage, de cas de réutilisation, et de définir ensemble les conditions de succès, on va dire, du déploiement de données environnementales dans un sujet qui parfois peut faire polémique entre l'agriculture et l'environnement, mais tout le monde s'y retrouve, à savoir la question de l'agriculture. Qu'est-ce qui est spécifique dans l'agriculture? Eh bien, c'est d'abord et avant tout la connexion de 450 000 exploitations agricoles françaises avec leurs 85 000 partenaires, publics ou privés, amont et aval. C'est avant tout des données très hétérogènes, réparties chez des acteurs privés comme les coopératives, les négociants, des industriels, des acteurs du conseil comme les chambres d'agriculture, les instituts techniques, mais également des agences, des services déconcentrés de l'État et la fameuse télédéclaration PAC. L'objectif d'AgDataHub est justement de pouvoir fournir une infrastructure mutualisée qui permet d'interconnecter en toute confiance les exploitants agricoles avec leur environnement public et privé. Dans le cadre de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir décliner ensemble la filière de la donnée, à savoir la donnée générée sur l'exploitation agricole. Vous connaissez les données environnementales dont vous avez parlé toute la journée, mais qui viennent se compléter avec des données issues du machinisme agricole, des données saisies par les agriculteurs en termes de pratiques agricoles sur les épandages d'engrais ou de traitements phytosanitaires qui sont réalisés sur l'exploitation, et également tout ce qui est objet connecté. Et l'objectif de toutes ces données, c'est de pouvoir naturellement derrière les traiter et les utiliser afin de pouvoir améliorer l'exploitation agricole, minimiser les impacts de la production agricole sur leur environnement d'une part, et d'autre part de pouvoir mieux informer le consommateur sur l'origine de ces produits et les modes de production. Mais au milieu de tout ça, il est important de pouvoir gérer deux piliers indispensables, la face immergée de l'iceberg sur lequel est positionné AgDataHub, qui est la confiance, à savoir comment est-ce qu'un agriculteur est prêt à partager ses données, eh bien, avant tout en pouvant donner son consentement. Vous êtes tous au courant de l'évolution européenne significative avec le futur Data Governance Act qui va définir le positionnement des data intermediaries, dont AgDataHub est l'un des exemples concrets dans le cas de l'agriculture, mais deux éléments peu identifiés, qui est l'obligation de consentement avant tout échange de données non personnelles, valable aussi bien pour des acteurs publics que privés. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'avec Orange et l'Imprimerie nationale, nous travaillons sur un gestionnaire de consentement disponible pour toutes les exploitations agricoles,
qui permet dans un second temps de pouvoir échanger des données en toute confiance, à savoir l'exploitant agricole peut choisir avec qui il souhaite échanger ces données, pour quel usage, que ce soit des données open data, des données privées, des données ou des données monétisées, afin de pouvoir alimenter des algorithmes de traitement de ces données. Tous ces éléments-là, ce projet AgDataHub a été lauréat de l'appel à projet PIA3, plateforme mutualisée des données, et permet de ce fait de fournir un écosystème orchestré d'échange de données, de confiance, le tout basé sur des technologies souveraines. Et c'est dans ce contexte-là que nous échangeons avec le monde de l'environnement, avec certains d'entre vous dans la salle, justement, qui souhaitent utiliser la plateforme API Agro, que nous animons pour le compte de la filière, qui est actionnaire majoritaire de AgDataHub, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations, qui est actionnaire minoritaire, et qui permet de fournir à l'écosystème que vous êtes un point d'entrée d'échange de données destiné au monde agricole. Très concrètement, si vous êtes dans la salle et que vous souhaitez diffuser des informations, vous avez naturellement, en tant qu'acteur public, les canaux habituels qui ont été développés par vos collègues et par DataGouv ou api.gouv.fr, qui sont les canaux officiels. Mais au-delà de cela, notre valeur ajoutée complémentaire, que nous allons développer sur 3 cas d'usage que j'ai pu échanger notamment, sur lesquels j'ai pu échanger notamment à déjeuner, était de pouvoir mettre à disposition et amplifier l'usage de données que vous générez dans vos organismes. Le cas d'usage qui aujourd'hui est le plus utilisé et qui donne lieu à d'intenses discussions dans le monde agricole, et notamment en lien avec vous, est la question des paiements pour services environnementaux, où l'ensemble des indicateurs écosystémiques autour desquels vous retrouvez la biodiversité, le carbone, la qualité de l'eau, de l'air et du sol, sur lequel des cas d'usage sont en train de se déployer, notamment au sein des territoires d'innovation, en lien avec l'INRAE, et au premier rang desquels, Dijon Métropole, avec lequel nous avançons justement pour pouvoir standardiser et préparer les conditions de réutilisation de données, écosystémiques. 2 autres cas d'usage très concrets qui sont déployés avec l'IGN, avec le fameux registre géographique, le RPG, pardon, le registre parcellaire géographique, issu des télédéclarations PAC, qui sont disponibles en mode API exposé sur API Agro. C'est une très belle collaboration avec les services de l'IGN concernés, puisque nous avons pu faire remonter un certain nombre de cas d'usage ou de demandes d'utilisateurs sur le format des données, sur notamment la question des délimitations des parcelles, qui donnait lieu à discussion avec les professionnels agricoles, et l'IGN a pu exposer et ajuster le format des données en mode API, et ce qui nous a permis derrière de diffuser cette API-là. Ce qui est important de retenir sur ce premier cas d'usage, c'est que API Agro n'est en aucun cas un intermédiaire de données, un data broker. Nous n'achetons pas ou nous ne vendons pas de données, encore moins pour des données publiques, mais nous facilitons la mise en relation entre l'émetteur de la donnée et les réutilisateurs. Et au-delà des éléments open data, nous sommes en capacité de pouvoir fournir à l'émetteur de la donnée la catégorie de réutilisateurs, les volumétries d'utilisation pour lui permettre de pouvoir ajuster son offre. Deuxième volet sur le dossier des données météo, avec notamment Météo France et d'autres acteurs des stations météo. Nous sommes tout à fait conscients que les données sont très standardisées au niveau international, mais certains usages dans le secteur agricole sont importants, notamment la hauteur de prise de température qui n'est pas standardisée, et également de permettre à l'agriculteur de pouvoir avoir des données interopérables pour que ces données, comme l'a dit M. Montubert tout à l'heure, de pouvoir circuler librement depuis la phase de collecte, d'échange de données et de traitement de données.
Voilà 2 cas d'usage très concrets. Et enfin, dernier élément, mais je ne vais pas aller au-delà puisque les collègues du BRGM et de Hub sont intervenus sur la qualité des sols avec les instituts techniques où là, il y a des éléments et des données qui sont utilisés et qui sont nécessaires pour l'implantation des cultures et la bonne gestion de l'eau. Voilà des cas d'usage très concrets sur lesquels nous travaillons. Dernier élément pour conclure, nous travaillons ici au niveau national. Néanmoins, n'oublions pas la dimension européenne avec Gaia-X et l'ensemble des data space qui sont en cours de constitution au niveau européen dans le cadre de la stratégie data de la Commission européenne. L'objectif en tant qu'opérateur et orchestrateur est de pouvoir fournir une infrastructure disponible, certes pour des usages publics en open data, mais également pour des données privées, voire monétisées, afin d'assurer la création d'un espace européen de circulation de la donnée en toute liberté. Merci beaucoup. Bertrand Billou, quand on a préparé cette table ronde, Kizio, vous pouviez faire toutes les tables rondes, en fait, en gros. Donc c'était difficile de circonscrire votre participation sur celle-ci. Ceci dit, il y a quand même l'aspect agrégation et échange, etc., que vous allez aborder et qui est essentiel aussi pour que vive la communauté. C'est parti. Du coup, je vais reprendre la télécommande. Alors, moi, je pense que vous ne connaissez pas Kizio Digital. On est la filiale numérique du groupe Keolis, qui lui-même est la filiale du groupe SNCF. Donc, on vient du transport public et on gère toute la partie information voyageurs dans les mobilités maintenant, puisqu'on ne traite pas que le transport public. On traite aussi d'autres mobilités, l'automobile, l'autopartage, le covoiturage, le vélo, la marche à pied. Et en fait, les modes de transport, les modes de locomotion évoluent. On a vu apparaître ce qu'on appelle le free floating, les trottinettes il y a quelques années. Et il y en aura probablement des nouveaux qui apparaîtront dans les prochaines années. Donc voilà, on va parler de transition écologique et surtout de données. Donc nous, ce que je vous disais, c'est qu'on fait partie du groupe SNCF. Alors, on a un système d'information, un logiciel d'information voyageur qui s'appelle Navicia, qui est en open source depuis 2014, avant la loi Le Maire pour une République numérique. Et donc ça, c'est un projet qui était très important pour l'entreprise. On vient du groupe SNCF, donc on a quand même un pied dans le public. On travaille beaucoup avec le public, avec les autorités organisatrices de mobilité, comme Île-de-France Mobilité, comme la Citrale à Lyon. Donc on travaille dans toute la France. Ça peut être des régions, ça peut être des villes, ça peut être aussi des intercommunalités, donc à différentes échelles. Et puis au niveau national, c'est la SNCF sur le ferroviaire. Donc à la fois les grandes lignes, les TER, les intercités, enfin tous les trains que vous connaissez. Et on est amené à gérer beaucoup de données. Les données de production, les horaires, les perturbations, malheureusement il y en a. Et dans les transports, il y en aura toujours, il faut faire avec. En temps réel, c'est mieux. Et puis aussi, les données, on utilise beaucoup de données géographiques puisqu'il faut géolocaliser tous ces points qui sont les gares, les arrêts de bus, enfin voilà, tous les points d'intérêt de mobilité. Et un petit peu plus aussi les adresses, puisqu'on se déplace d'une adresse à une autre, et ce qu'on appelle des points d'intérêt, qui peuvent être aussi des points d'intérêt comme des centres de vaccination, des bars, des restaurants, tout un tas de choses, établissements publics ou privés. Voilà. Et donc nous, on a aussi tout un tas de données qu'on produit, et je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, qui sont des données qui renseignent sur comment les gens se déplacent sur les territoires. Parce qu'en fait, quand ils utilisent Navicia, à travers une application mobile ou un site internet, ils produisent ce qu'on appelle une origine-destination. Ils cherchent à faire un itinéraire d'un point A à un point B. Ces données, elles sont, ça fait partie des 8 milliards de requêtes par an. Elles sont sur nos serveurs, elles sont anonymisées. Et aujourd'hui, elles sont assez peu utilisées. Et jusqu'à maintenant, on ne les a jamais vraiment partagées. On a fait du data sharing sur des projets de recherche et sur
de façon localisée sur certaines villes avec un certain espace-temps, on va dire. Mais ça serait intéressant d'aller un peu plus loin sur ce type de données. Alors, je reviens en arrière, ça ne va pas aller. Ouais, c'est ça. Donc 2013, on décide d'aller sur ce qu'on appelle le Free Open Source Software, le FOSS, donc de mettre Navicia, donc c'est la petite pieuvre que vous voyez au centre du visuel. Et donc ça correspondait aussi à un changement de culture. Alors, on vient du service public, la notion d'intérêt général est quand même importante dans ce qu'on fait. On diffuse de l'information aux voyageurs, pas pour vous faire passer devant des McDo ou vous vendre des choses. C'était en résonance aussi avec l'ADN en fait, du groupe et cette notion d'intelligence collective de commun qu'on a perçue assez vite. Parce qu'on a commencé en fait, à mettre une API, c'était un prototype à la base, avec des jeux de données. Et on a vu qu'il y avait des gens qui l'utilisaient et on avait des feedbacks. Et finalement, on a touché du doigt ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et c'est ce qui nous a donné envie d'aller un peu plus loin et de mettre en open source Navicia. Donc, ce qui est important à comprendre, effectivement, c'est au-delà de l'open data, cette notion de boîte à outils. Une boîte à outils numérique que vont utiliser alors plutôt des informaticiens, des développeurs, des data scientists, mais aussi de plus en plus des gens qui ne sont pas de très bons informaticiens, qui connaissent quelques rudiments, parce que c'est de plus en plus facile, entre guillemets. On essaie de simplifier au maximum l'expérience utilisateur pour cette boîte à outils. Et donc, partager toutes ces ressources, alors ça commence par la donnée. On va partager la donnée en open data, mais on va aussi donner la possibilité de faire du data sharing, du partage de données, sous certaines conditions. Ça peut être des conditions financières, mais ça peut aussi être des conditions voilà, on partage un jeu de données, un instant T, sur un périmètre donné, avec l'accord du producteur. Nous, on n'est pas un producteur de données. On se positionne plus comme Hack Data Hub. On est un intermédiaire. On est là pour mettre en qualité la donnée, pour la traiter, pour la manager, pour la raffiner, pour la mettre à jour. C'est ce qu'on fait pour nos clients, autorités organisatrices, même les clients privés. On travaille avec un des GAFAM pour qui on met en qualité ce type de données aussi. Et on la rediffuse à travers notre API, navicia.io. Donc cette API, vous allez retrouver tout un tas de jeux de données open data, puisqu'en fait, on a commencé à faire ça avant qu'il y ait Transport Data Gouv. Donc aujourd'hui, il y en a 700, et il y a des données au niveau européen, au niveau international, et ce sont à chaque fois les mêmes types de données. Soit des données d'offres théoriques, soit parfois des données temps réel. Aujourd'hui, on n'a pas assez de données temps réel, malheureusement, parce que ce n'est pas si simple que ça. Et puis, il n'y a pas toujours non plus un besoin de données temps réel, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir les différents types de données théoriques, temps réel, perturbations. Donc, l'objectif, c'est de ne pas enfermer l'utilisateur. Donc, c'est bien d'avoir de l'open data. C'est bien d'avoir des API, des SDK. Donc, les SDK, c'est un peu le même principe. Nous, on fait des SDK mobiles pour faire des applications mobiles. Donc, c'est des kits de développement, ça veut dire Software Development Kit. Comme API, ça veut dire Application Programming Interface. Donc, c'est des outils qui vont faciliter la vie, qui vont faire gagner du temps aux développeurs. Donc, cette expérience utilisateur, elle est importante et ces outils, ils servent à l'améliorer. Dans les outils, il y a aussi l'humain. J'en ai entendu parler un petit peu tout à l'heure, notamment sur la conférence sur le data journalisme. C'est quand même important d'avoir un espace, et on a ça sur la plateforme API, où vous pouvez parler avec des humains. Il y a un chat, il y a aussi un forum, c'est un Google Group, c'est assez simple. Les gens posent des questions et tous les jours, il y a des questions et des réponses, bien sûr, de nos équipes. Parfois, il y a des réponses aussi de gens de la communauté sur des problématiques de data, d'algorithmes, de tout un tas de choses qui concernent en fait ce qu'on fait. Donc ça, c'est super riche et c'est super important. S'il n'y a pas cet aspect humain, vous allez perdre aussi une partie des réutilisateurs et vous n'allez pas forcément toujours savoir qui réutilise les données. L'API, c'est plus facile parce qu'on s'enregistre, on se crée une clé pour utiliser l'API. Donc, on est obligé de donner une adresse email. Il y a 3 ou 4 questions, c'est assez rapide. Mais on peut savoir quand même qui utilise et qui fait combien de requêtes par mois, puisqu'on est dans un modèle freemium. Ce n'est pas open bar, c'est gratuit jusqu'à un certain niveau de requête et ça sera payant par la suite.
Donc voilà, donc c'est bien d'avoir les 3 niveaux, et le 3e niveau, bien sûr, l'open source. Vous pouvez aussi utiliser Navici en open source. Vous pouvez utiliser les données avec d'autres logiciels open source ou pas. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'open service API SDK. Donc, mais l'open source, c'est un point important parce que c'est aussi une façon de mutualiser des développements et d'être plus en confiance, de ne pas se sentir enfermé. Parce que voilà, si on proposait que l'API, si demain on fait comme Google Maps, on multiplie par 400 le prix de l'API, il y a tout un tas d'utilisateurs qui n'auront plus les moyens de payer. Le fait de pouvoir avoir l'open source et l'open data en plus, ça permet d'autres combinaisons. Donc il y a tout un tas de portails qui existent sur ces sujets d'open data. Vous avez le PAN, le point d'accès national, Transport Data Gouv, DGITM, qui est très bien fourni, avec qui on travaille. On peut être amené, alors on travaille sur les standards et on travaille aussi, alors il y a tout un tas de standards de données. Je vous ai mis Netex, c'est le standard européen, GTFS, Siri pour le temps réel, GTFS RT aussi pour le temps réel. Et donc ces standards-là, ils émergent soit de l'Europe, soit au niveau international. Donc on va dire GTFS, GTFS RT, c'est plutôt des standards qui sont portés par les industriels nord-américains, mais qui sont aussi très utilisés. Nous, on essaie de tout traiter et de faire des ponts parfois entre les standards. Par exemple, on a développé un petit outil qui s'appelle GTFS to Netex France pour Transport Data Gouv, pour la DGITM, qui permet de convertir des données GTFS en données Netex, parce que c'est pas toujours évident de créer du Netex pour des petits réseaux de transport. Donc c'est intéressant de faire ces passerelles entre les formats et de travailler ces standards. Donc sur les standards, vous avez Mobility Data, qui est une association internationale qui travaille sur les standards de données, les formats. Tout type de données, parce que le vélo, c'est le GBFS. Enfin, chaque mode a son format standard spécial. Et nous, on doit travailler avec tous ces formats. Et puis, il y a un projet européen sur lequel on est. Et effectivement, l'Europe est peut-être... plus intéressant, c'est plus intéressant de travailler sur le plan européen, puisque c'est peut-être la bonne dimension, tant sur la partie financement que sur, si on veut regarder, être un petit peu ambitieux. Donc c'est un programme qui s'appelle Mobidata Lab, qui dure 4 ou 5 ans, je crois, et qui fait partie du programme H2020. Et donc on est en train de créer un data lake qui est des API basés sur Navicia qui vont être faits au niveau européen. Donc là, il y aura beaucoup plus de données. Il y a aussi la Fabrique des mobilités qui travaille aussi sur la standardisation de tous ces outils. Et puis nous-mêmes, sur l'API Navicia, je vous ai dit, on a une partie open data où vous pouvez télécharger tous les jeux de données d'un seul coup ou en plusieurs fois. Donc voilà, donc tout ça, tous ces outils, toute cette boîte à outils, ça nous a donné aussi envie de créer une offre, donc on appelle le Lab des mobilités. Vous allez retrouver tous ces petits outils. Et bien entendu, alors j'ai déjà parlé des API, des SDK, le fait que Navicia soit un logiciel libre, qu'il y ait une documentation technique, qu'il y ait des humains qui puissent répondre à vos questions sur les différents canaux d'échange, réseaux sociaux. On a aussi une partie widget, donc ça c'est pour tout ce qui est application web. On a une console d'API. Donc c'est pour mettre le pied à l'étrier aux développeurs. Donc c'est une petite leur permet de tester, en fait, de faire leur premier pas sur l'API et de les embarquer, en fait. Et ça, c'est super important. C'est ce qu'on appelle le first time hello world pour les développeurs. Pour les gens qui font du marketing, c'est le temps qu'ils vont mettre à créer un business et à faire leur prototype. Donc ce temps-là, on cherche toujours à le réduire pour augmenter les usages. Et puis, comme je disais, il faut vraiment être focus sur l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle le DEVIT, c'est l'expérience utilisateur pour les développeurs, et prendre en compte les feedbacks. Juste pour vous montrer un petit aperçu des cas d'usage. Alors, quand on s'est lancé là-dedans, on savait qu'il y aurait des cas d'usage dans le domaine de ce qui est intéressant, c'est de regarder la diversité des cas d'usage. Vous avez des applications qui ont énormément de requêtes. C'est le cas de l'application SNCF, l'assistant SNCF, où là, je crois qu'il y a 4 Français ou 5 qui l'ont téléchargé. Mappy, c'est aussi, alors maintenant c'est RATP, c'est un de nos clients. Sur la partie transport en commun, ils utilisent SIA. C'est énormément de requêtes. Et à côté de ça, vous avez plein d'autres petites applications qui sont intéressantes.
comme MyBus, qui va travailler avec d'autres villes. Par exemple, ils travaillent avec Mulhouse. Ils ont gagné l'appel d'offres récemment. Et puis, des applications de smart stationnement comme Parking Map, des chatbots, et y compris, vous pourriez imaginer autre chose que des applications. Je vous ai mis le petit robot Pepper, parce qu'il y avait une expérimentation il y a quelques années dans les gares SNCF. Voilà, et chacune de ces applis a une spécificité. Elles ne sont pas isopérimètres. Il y en a qui font plutôt de la combinaison, il y en a qui font plutôt de la comparaison d'itinéraires. Donc c'est intéressant d'avoir un écosystème riche, y compris sur un pan qui est la mobilité. Ça, c'est une application intéressante. C'est plus une application de ville intelligente, territoire intelligent. C'est à Rennes, la métropole de Rennes. En fait, eux, ils ont utilisé Navicia sous la forme du SDK, justement, et c'est Orange Business Service qui a fait l'application. Donc nous, on vient fournir des briques. Ce sont d'autres acteurs qui vont créer les sites web, les applications. Ça peut être nous parfois, mais pas que. On ne se limite pas. Et donc, on va aussi multiplier les utilisations quand on travaille de cette façon avec des briques réutilisables. Donc là, vous allez avoir la météo, les bars, et vous allez sélectionner votre point d'intérêt et vous allez avoir un bouton « Comment j'y vais ». Donc, ce n'est plus une application de transport comme il y avait avant à Rennes, c'est une application de service urbain. Vous pourriez avoir ça sur une région. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait sur les universités de Normandie. Donc, c'est une communauté de 70 000 étudiants sur 3 villes en Normandie. Et donc, c'est le même principe. Vous aurez les restos U, vous aurez les amphithéâtres où il y a les cours, et vous aurez les transports. Et à chaque fois, on va s'intéresser à une typologie d'utilisateurs. Donc, toujours dans la mobilité, ça, c'est une canne connectée. Donc, ce n'est plus une application, c'est un objet connecté qui vient récupérer les prochains passages sur l'API Navicia quand les gens arrivent à proximité d'un arrêt de transport. C'est plutôt les personnes donc qui sont à mobilité réduite et qui sont déficientes visuelles, malvoyantes. Donc là, je change complètement de secteur. Ça, on ne l'avait pas vu venir. L'immobilier, ils sont très partants pour utiliser une mobilité. Donc ça, c'est un prototype qui a été fait par la FNAM en Ile-de-France. En bas, vous mettez votre budget. En haut, à droite, vous mettez le nombre de pièces que vous cherchez. Et puis en dessous, j'ai entouré en rouge, vous pouvez filtrer avec le temps de transport en commun. Donc eux, ça les intéresse de mesurer l'accès en transport en commun à partir de points géographiques qui sont des appartements, des maisons en vente ou en location. Donc, quand on commence à croiser les données transport avec d'autres données, ça devient intéressant. Un autre exemple dans l'immobilier, Jones Lang LaSalle. Donc, quand vous voulez déménager vos locaux, eux, ils prennent les adresses des salariés de l'entreprise, de l'organisation, et ils vont voir les impacts en termes de temps de transport selon là où vous allez positionner les locaux. C'est la même chose pour les plans de déplacement entreprise, c'est la même chose quand vous cherchez un bien. Par exemple, Bien Ici, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up dans l'immobilier. Eux, ils analysent la qualité de vie. Donc la mobilité, l'accès en transport est un point important de la qualité de vie. Il n'y a pas que ça, ils pourraient aussi regarder les données relatives à l'eau potable, à la qualité de l'eau. On se rend compte que c'est des sujets importants. Voilà, pour certains, on n'achète pas des appartements non plus tous les jours, mais on regarde un tas de données. Et donc, c'est des acteurs qui vont croiser tout un tas de données. Et puis, les plans de mobilité qui se sont beaucoup développés depuis 3 ou 4 ans, avec des startups comme 1 km à pied, comme Mon Univers, qui vont venir faire des diagnostics pour les entreprises et qui vont peut-être aussi avoir un effet levier pour développer des mobilités plus durables et limiter l'usage de la voiture en autosolisme. Dans un autre cadre, vous avez Leroy Merlin dans son application. Vous sélectionnez un magasin et puis vous pouvez dire comment j'y vais. Et, oui, il y a la voiture, il y a Uber, mais il y a aussi le transport en commun. Et on n'est pas obligé de prendre tout le temps sa voiture. Merlin. Et puis, Startup d'État, La Bonne Boîte, donc avec Pôle emploi, eux, ils ont utilisé Navicia pour vous géolocaliser et vous pouvez voir les annonces. Là, j'avais fait les tests sur la place de Clichy avec des annonces dans le stylisme. Les boîtes qui recrutent autour de vous, à moins de X minutes de transport en commun.
Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Toujours dans la recherche d'emploi, Bim Bam Job, c'est une start-up c'est un job board. C'est quand on cherche des emplois, quand on fait de l'aide, c'est des emplois de l'aide à la personne. Et eux, ils ont vraiment beaucoup de problématiques pour se déplacer. Pour limiter les déplacements, vous pouvez paramétrer dans votre recherche d'emploi toutes les annonces qui sont à 40 minutes de chez vous. Donc c'est des petites choses parfois, ça c'est plutôt sur tout ce qui est city guide, tourisme. Mais c'est vraiment des usages qu'on essaie de développer parce que parfois, même si ça peut paraître des petites choses sur le coup, ça permet aussi de faire avancer la mobilité durable et les sujets en lien avec la mobilité sur cette dimension aussi écologique et sur la facilité qu'on aura à prendre les transports en commun. Voilà. Et pour finir, j'avais mis aussi des petites choses low-tech en domotique. Je ne sais pas si vous connaissez JDOM et puis bien sûr Pimoroni. Donc avec des petits ordinateurs qui coûtent pas très cher et qui sont open source. Il y a des tutoriels qui existent maintenant et qui vous expliquent comment faire un petit afficheur chez vous qui va vous donner les prochains passages. Voilà. Donc il y a aussi des choses qui se démocratisent et c'est aussi, c'est pas toujours synonyme. Nous on gagne pas d'argent sur ces choses-là, mais c'est important d'avoir la possibilité d'un do-it-yourself et de choses qui sont aussi parfois low-tech. Merci beaucoup. Alors vous avez tous les trois, enfin tous les quatre, parlé d'intermédiation. Et effectivement, il y a au moins deux clients à une infrastructure. Il y a au moins deux clients à une infrastructure qui est le réutilisateur, mais aussi le producteur. Et donc je vais vous demander comment vous organisez le rapprochement entre les deux pour justement aller sur la boucle vertueuse par rapport à l'atelier précédent. C'est-à-dire à la rigueur revenir sur la qualité des données, revenir sur la standardisation amont, parce qu'en aval, vers le réutilisateur, cela ne fonctionne pas si bien que ça. Comment vous organisez ? Moi, je vais bien commencer. On a commencé, on s'organisait avec les mails et puis le Google Group. En fait, nous, on recevait les feedbacks et après, on les transmettait aux personnes qu'on connaissait parce qu'on était dans notre univers transport public, donc on savait à qui parler côté SNCF sur l'open data. Et pareil, par rapport aux régions, aux métropoles, c'était pas toujours nos clients, mais souvent, c'était possible de rentrer en contact avec le producteur. Depuis qu'il y a le point d'accès national et qu'il y a Transport Data Gouv, c'est beaucoup plus simple parce que ce sont eux qui gèrent. Et donc nous, on fait partie des gens qui vont challenger et dire voilà, la donnée est périmée, il faut la remettre à jour. Donc on contribue à cette boucle de mise en qualité et de mise à jour des données aussi, parce que c'est important d'avoir la donnée fraîche. C'est de la donnée vivante, la donnée de transport. Il y a des travaux, il y a tout un tas de choses à prendre en compte, des nouvelles lignes. Et donc, nous, on est plus maintenant, on se positionne presque plus en réutilisateur, mais on a commencé à le faire avec peu d'outils, mais de la bonne volonté et surtout des humains, en fait. C'est le point quand même important. Monsieur Picarda. Oui, la question, je rejoins tout à fait. D'abord et avant tout, les humains et les cas d'usage. Et après, derrière, la technologie. Ce que vous avez décrit, c'est typiquement le rôle d'un orchestrateur de plateforme d'échange de données, donc intermédiaire de données, qui doivent définir un climat de confiance entre émetteurs et utilisateurs qui permet de gérer déjà, le matching. C'est un peu le Tinder de la donnée. Hein. C'est comment on met en relation l'émetteur et l'utilisateur pour que ça matche. Là, il y a des algorithmes pour pouvoir mettre en relation. C'est le rôle de l'orchestrateur. Et derrière, de pouvoir définir une sécurisation technique, juridique et commerciale de la relation en tant que telle. On n'est pas juste en train de mettre en place à un endroit donné sur un serveur des jeux de données, mais bien de gérer la relation entre les deux. Alors, en ce qui concerne la mise en relation des usagers de la donnée sur l'eau et des producteurs,
Au niveau de Hubo, on n'invente rien. Les banques de données nationales sont déjà là historiquement pour faire le lien avec les producteurs, pour expliquer ce qu'elle a donné, ce qu'elle permet, ce qu'elle ne permet pas. Voilà. Hubo lui-même, effectivement, intervient en tant qu'intermédiaire pour faciliter cette mise en relation, peut-être l'accélérer. Mais en tout cas, on n'invente pas de connaissances supplémentaires, d'informations à notre niveau. On est facilitateur. Alors, on n'a rien imaginé, conçu. On a vraiment été... Alors, ça, c'est un point important que j'ai pas mentionné. J'ai parlé de l'humain avec le Google Group, le forum et le chat, plus les réseaux sociaux et GitHub. Et voilà, il y a plein de façons d'avoir des points de contact. Et finalement, moi, je m'appuie beaucoup sur l'équipe technique, les développeurs de Navicia, les gens de la data qui répondent aux questions et qui viennent me voir en me disant bah, tiens, là, on a vu un mec qui fait un truc intéressant, tu devrais le contacter. Moi, une grosse partie de mon travail, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Martin, qui est intervenu juste avant, et puis aussi Thomas Cotinet quand il était au Liberty Living Lab, c'est d'organiser des événements. En fait, ce passage en open source, pour moi, c'était, je me suis dit, bah, on ne va pas passer notre vie derrière des écrans. Ok, on est dans l'informatique, mais c'est bien à un moment donné de rencontrer les gens. Et j'ai commencé à monter des meet-up, des petits événements after work dans des bars. Donc avec un peu de bière. Donc j'ai invité, c'était Meetup Navicia, puisque le but c'était d'avoir des feedbacks de réutilisateurs. Et j'en faisais, il y en a un qui présentait ce qu'il faisait, je l'ai fait avec Mappy, avec d'autres réutilisateurs comme ça. Ça permettait d'avoir de meilleures relations aussi, de mieux se connaître. Et puis, petit à petit, ces événements que je faisais dans les bars ont grossi. Et à un moment donné, je suis passé à l'échelle, Fondation Mozilla, au Liberty Living Lab, et j'ai essayé de les... Et à chaque fois, l'objectif, c'est devenu les meet-up open transport. Donc, pour donner une dimension qui dépassait l'entreprise. Alors, au début, c'était pas facile, parce que les gens dans l'entreprise me disaient, mais t'es malade, c'est nos meet-up, là, tu vas les ouvrir à d'autres gens, et c'est plus nos meet-up, et nous, on va plus être amenés à parler tout le temps. Et en fait, ce que je leur ai dit, si vous avez des choses intéressantes à raconter qui sont dans cette dynamique open data, open source, vous serez toujours les bienvenus pour les raconter. Moi, après, je vais donner la parole parfois à des réutilisateurs et qui vont peut-être réutiliser Navicia, mais pas forcément. Et donc, j'ai lancé ça en 2014 et ça continue. Et du coup, à chaque fois, je donne la parole à 5 intervenants. Et moi, ça me permet aussi de sourcer. J'utilise beaucoup la fabrique des mobilités, enfin le transport d'Atagou. Enfin, on se parle beaucoup et du coup, on se nourrit les uns les autres des cas d'usage parce que forcément, ils utilisent les données du PAN. Donc, ça profite aussi à Transport Datagouf quand je leur parle de réutilisateurs de Navicia. Et donc, du coup, ça génère aussi une activité événementielle. On les a fait à distance pendant le confinement. On pourrait le faire et à distance et en présentiel comme aujourd'hui. Et ça met dans un rythme où on passe son temps à sourcer des nouveaux projets. Et moi, l'objectif, c'était pas tant d'avoir que des startups. Je voulais avoir des chercheurs, des startups, des gens qui faisaient des choses dans leur garage, sans but lucratif, mais qui avaient des super idées. Et je voulais aussi faire émerger une culture un petit peu de pouvoir parler de choses qui ont peut-être pas forcément bien marché, mais c'est quoi les points durs sur lesquels on s'est heurté et de quoi on aurait besoin pour éviter ça, en fait. Donc ça... c'est un point super important et c'est encore de l'humain pour le coup. Donc ça montre vraiment la combinaison entre tout ce qui est un peu technologique et tout ce qui est humain parce qu'on ne peut pas tout automatiser. Et ce travail, si on veut qu'il soit fait correctement, il faut qu'il soit fait par des humains, quoi. Merci beaucoup. On va arrêter parce que il est temps, mais on a un moment de convivialité après cela et vous pourrez continuer à poser vos questions. Je vais passer la parole à Hélène Costa et Thomas Cotinet pour clore. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Vraiment merci.